On va commencer par un petit exercice mental. Faut s'imaginer un premier rendez-vous amoureux. Ouais, le truc classique, les bougies, tout ça. Exactement. L'atmosphère est juste parfaite, le vin vient d'être servi, tout se passe super bien. Jusqu'ici, aucun problème. Sauf que là, au lieu de demander quel est le film préféré de l'autre ou de parler de ses passions, la personne en face ouvre son sac. Aïe, je sens venir le malaise. Elle sort son ordinateur portable et elle affiche, mais vraiment avec le plus grand sérieux du monde, une feuille de calcul Excel. Oh non, l'horreur absolue. Une matrice immense, remplie de pourcentages et de pondérations, tout ça pour évaluer la compatibilité mathématique du couple. Franchement, ça ressemble au tue à l'amour ultime, non? C'est clair. L'instinct de survie de n'importe qui normalement constitué, ce serait de hurler et de quitter la table en courant. C'est ce qu'on se dirait tous. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, nos sources d'aujourd'hui suggèrent que cette approche hyper froide, c'est peut-être la seule méthode viable pour sauver l'amour moderne. Ouais, et même plus que ça, pour stabiliser la société tout entière. C'est fou. Bienvenue donc dans notre nouvelle plongée au cœur des documents qui théorisent ce qu'ils appellent l'innovation relationnelle. On a un corpus vraiment intriguant aujourd'hui. Absolument. On a un schéma qui modélise le couple comme une vraie infrastructure stratégique et des transcriptions qui décortiquent des trucs comme la règle du 51%. Sans oublier cette idée dingue d'utiliser une intelligence artificielle pour gérer nos propres émotions. La mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre ce changement de paradigme. C'est ça. L'objectif, c'est d'arrêter de voir l'amour comme une loterie, le fameux mythe du coup de foudre sur lequel on n'a aucun contrôle. Pour commencer à le décoder avec une vraie méthode d'ingénieur, je sais que pour tous ceux qui écoutent et qui se sont déjà sentis complètement paumés face à une crise de couple, ce mode d'emploi à contre-courant va être super intéressant. C'est une vraie bouée de sauvetage conceptuelle. Mais pour comprendre pourquoi on en arriverait à sortir un tableau Excel, faut d'abord redéfinir ce qu'est vraiment une relation. Les sources parlent du principe de Smart Innovation. Ouais, l'innovation intelligente. Et dans ce contexte, on ne parle pas d'inventer le dernier smartphone. C'est un processus humain qui repose sur 3 grands piliers. 3 piliers, ok. C'est quoi le premier? Le premier, c'est la volonté. Mais attention, on ne parle pas juste d'une petite affection romantique un peu mignonne. Le système existe. Mais bon, l'énergie brute, par définition, c'est hyper chaotique. Bah oui, ça part dans tous les sens. Les documents utilisent une métaphore que je trouve géniale. Ils disent que la volonté, c'est comme un feu de cheminée. Ok, je vois l'image, c'est beau, ça chauffe. Voilà. Sauf que si on allume ce feu directement sur le tapis du salon, la maison entière part en fumée en 5 minutes. Ah oui, c'est sûr que vu comme ça. C'est là qu'intervient le deuxième pilier, j'imagine, la méthode. Tout à fait. Si la volonté, c'est le feu, la méthode, c'est l'âtre de la cheminée. Les briques qui encadrent le tout. C'est exactement ça. C'est la structure qui canalise cette énergie destructrice pour en faire un truc sécurisé et utile. Sauf qu'un feu, même bien encadré, faut le surveiller. Ouais, faut rajouter des bûches, gérer l'arrivée d'air. L'environnement change tout le temps. Et c'est ce qui nous amène direct au 3e pilier, la conscience. La fameuse boucle de rétroaction. Ouais, c'est cette capacité, assez rare finalement, de lire la réalité avec une lucidité absolue, pas à travers nos petites lunettes roses romantiques, tu vois. Donc c'est observer les briques de la cheminée et se dire « Oula, tiens, là, ça fissure, faut réparer avant que tout s'effondre ». C'est exactement l'idée. C'est tellement à l'opposé de la façon dont on gère nos couples d'habitude. Enfin, en général, on traite notre relation comme, je sais pas, une petite plante grasse achetée chez le fleuriste. La métaphore de la succulente, ouais. C'est ça. On la pose sur un rebord de fenêtre, on lui donne un peu d'eau quand on y pense, et si elle meurt, on hausse les épaules en disant « Oh, j'ai juste pas la main verte ». C'est une déresponsabilisation totale. Complètement. Alors que le modèle de nos sources, ça ressemble beaucoup plus à un système d'exploitation informatique, un truc hyper complexe. Et un OS, c'est jamais figé. Ça demande des mises à jour constantes, des patchs de sécurité. Et surtout, la gestion des crash logs, les rapports d'erreur quand le système plante. Et c'est là que l'analyse devient hyper libératrice. Dans notre vision romantique classique, une grosse crise de couple, c'est souvent perçu comme la fin du monde. Le fameux vase brisé qu'on pourra jamais recoller. Voilà. Mais dans une logique d'ingénierie, un plantage, c'est juste le système qui signale un bug face à un nouvel environnement. Les documents appellent ça un point de bifurcation. Ah, j'aime beaucoup ce terme. Ouais. Et l'analogie avec l'ingénierie civile est top. Tu vois comment on teste la résistance des ponts. On met des poids énormes dessus, non?
Exactement. Les ingénieurs balancent une charge titanesque sur le pont. Mais le but, c'est pas de détruire la structure, c'est de voir à quel endroit précis le métal commence à plier. Pour savoir exactement où il faut rajouter des renforts. C'est ça. Et une crise de couple, c'est un test de résistance. C'est pas un échec terminal, c'est un pivot mécanique nécessaire. Un peu comme une start-up qui pivote quand elle capte que son produit marche plus sur le marché. La crise devient un vrai diagnostic. Ouais. C'est plus une condamnation, c'est une information. Ok, mais ça soulève une question hyper pratique. Si le couple est une machine aussi exigeante, comment on fait pour bien choisir son cofondateur au départ? Eh bien, c'est là qu'on en revient à notre fameuse feuille Excel du premier rendez-vous. Ah, le test des 4 colonnes. Franchement, ce concept m'a retourné le cerveau. C'est l'outil d'audit le plus radical du dossier, clairement. Et attention, il y a une condition stricte. Faut le faire sur 5 jours minimum. Ouais, ça m'a fait tiquer ça. Pourquoi 5 jours? Isoler quelqu'un pendant presque une semaine juste pour remplir 4 colonnes, c'est un peu extrême, non? Pas tant que ça quand on connaît un peu notre physiologie. Le but, c'est de contourner notre cerveau à court terme. Le cerveau émotionnel? Exactement. Il est hyper facilement piraté par la chimie du corps. L'ocytocine des débuts, l'envie de plaire, ou juste la fatigue d'une journée pourrie. Donc les 5 jours, c'est une sorte de sevrage hormonal. Ouais, c'est pour imposer un ralentissement. Laisser les illusions redescendre pour que les vraies priorités fassent surface. D'accord. C'est très rationnel. Regardons ces colonnes de plus près. Les 2 premières, bon, ça va. On liste ses intérêts et surtout ses objectifs de vie incontournables. Et on les classe. Jusque-là, ça ressemble à de bonnes résolutions du Nouvel An. Ouais, c'est assez classique. Mais alors la 3e colonne, celle du poids. Ça, c'est le moment de vérité, de face à face avec soi-même. La règle est simple. T'as un capital de 100% d'énergie vitale, pas 1% de plus. Et tu dois répartir ces 100% entre tous tes objectifs de la liste. C'est un jeu à somme nulle, et c'est hyper violent. Les sources donnent des exemples vraiment parlants. Prends quelqu'un qui a des valeurs familiales hyper fortes. Genre fonder une famille, s'investir dans son quartier, tout ça. Voilà, cette personne pourrait très bien attribuer, en toute honnêteté, 90% de son énergie à ça. Ce qui veut dire qu'il ne lui reste que 10 petits pourcents pour sa carrière ou ses loisirs. C'est mathématique. Exactement. Et maintenant, prends le profil inverse, l'exemple d'une cadre hyper ambitieuse. Qui veut monter sa boîte, voyager, être indépendante financièrement. Eh bien elle, sa trajectoire va prendre peut-être 85% de son temps et de sa charge mentale. Donc il lui reste quoi, 15% d'espace disponible pour un partenaire? C'est rien du tout. Et c'est pour ça que tant de relations foncent dans le mur. Les gens se mentent à eux-mêmes sur cette 3e colonne, bien avant de rencontrer quelqu'un. C'est fou. Et du coup, la 4e colonne, c'est là qu'on fait entrer l'autre personne. C'est ça le radar relationnel. Pour chaque ligne de tes objectifs, tu écris le nom de la personne que tu appellerais instinctivement pour partager ce truc précis. Et si le nom de notre partenaire apparaît, on additionne les pourcentages correspondants. Mais le but, d'après les textes, c'est pas d'atteindre 100%. Non, surtout pas. Le but ultime, c'est de franchir le seuil des 51%. Alors attends, faisons une pause là-dessus. Je suis sûre que ceux qui nous écoutent sont en train de bondir. Ah, je m'en doute. Bah oui, 51% en amour, franchement, ça ressemble à un compromis ultra déprimant. C'est à peine la moyenne pour pas redoubler. C'est le réflexe naturel de penser ça. Si je dois construire toute ma vie avec quelqu'un, je devrais au moins viser 90% de compatibilité, tu crois pas? C'est l'erreur que tout le monde fait. Les textes sont formels. Exiger 90%, c'est juste chercher à fusionner avec son propre clone. Ah ouais, vu comme ça. C'est vrai que ça annule un peu l'intérêt d'être deux. Totalement. C'est une impasse. Le modèle s'inspire directement du monde de la haute finance. Les fameuses fusions-acquisitions, le M&A. Oh, waouh, d'accord. Quand 2 entreprises géantes fusionnent, le conseil d'administration s'en fout de savoir s'ils ont les mêmes goûts pour la couleur de la moquette, tu vois. Ils veulent juste la majorité des parts? Exactement. Ils visent 51% pour avoir le contrôle décisionnel, la stabilité de la nouvelle entité. Ok, je comprends la logique. Implacable. Reprenons l'exemple de la cadre ambitieuse. Si elle a alloué 40% à sa carrière et 20% à son besoin de voyager seule, Ça fait 60% de son énergie. donc si son partenaire comprend, respecte et soutient ces 2 blocs-là, elle a déjà franchi les 51%. Son entreprise relationnelle est viable. Voilà, le mécanisme est là. Ce qui veut dire que si, à côté, elle a une passion pour, je sais pas, le macramé, le dimanche, et que ça pèse 5%, Et que son copain déteste ça. mais on s'en fiche. C'est une friction marginale. Ça fait partie des 49% restants.
On sacrifie les branches mortes pour sauver le cœur du réacteur. C'est le prix à payer pour avoir une stabilité psychologique indestructible sur ce qui compte vraiment. C'est une approche brutale, mais hyper libératrice en fait. On arrête de chercher l'âme sœur magique. Mais bon, redescendons sur Terre 2 minutes. Ouais. On a fait notre tableau, on a nos 51%, l'OS est lancé. Mais dans la vraie vie, l'environnement reste pas stable. Ah, ça. Les impôts, les pannes de voiture, les gosses qui hurlent la nuit. La fatigue chronique. Notre fameuse bande passante mentale s'effondre. Et c'est là que la documentation propose la solution qui, honnêtement, m'a mise super mal à l'aise. L'intégration de l'intelligence artificielle, l'IA. Ouais. L'idée de mettre un algorithme pour modérer nos disputes dans l'intimité de notre salon. Franchement, ça fait flipper. C'est une réaction universelle de rejet. L'ingérence technologique dans notre sphère privée, ça fait dystopie. C'est totalement déshumanisant. J'imagine les gens qui écoutent se dire « Mais jamais je laisse une machine faire le conseiller conjugal à ma place. Mais c'est parce qu'on se méprend sur le rôle de cette IA. Les documents insistent bien. L'IA ne ressent absolument rien à notre place. » Ok, donc elle fait quoi alors? C'est un habilitateur de conscience, un outil de diagnostic externe. Il compare ça à un correcteur orthographique, mais pour la dynamique émotionnelle. Un correcteur orthographique. Donc elle lit pas dans mes pensées, elle analyse juste mes messages. Elle surveille les métadonnées de la communication. La mécanique, pas le fond du sentiment. Ah, genre la façon dont je tape sur mon clavier? Exactement. Elle traque des signaux hyper pointus. Le temps de latence entre la réception d'un SMS et ta réponse. Ou si je tape soudainement super vite et super fort sur l'écran? Ouais, l'accélération biométrique. Ou l'utilisation soudaine d'une syntaxe passive-agressive. Des trucs que tu fais sans même te rendre compte quand ton rythme cardiaque s'accélère. Donc mettons, je sors d'une réunion horrible, je suis à bout, je reçois un message un peu relou sur qui fait les courses. Et tu commences à taper un truc bien sarcastique. Voilà. Et là, il se passe quoi? Mon téléphone se bloque, l'IA m'empêche d'envoyer le message. Non, aucune censure. L'IA t'envoie juste une notification neutre. Un truc du genre. Attention, probabilité élevée de conflits destructeurs détectés. Recommandation, reprendre cette discussion demain. Ok, mais enfin, on ignore tous des notifications toute la journée. En quoi ça va m'arrêter de lancer une dispute? C'est de la neurologie pure. Ça s'appelle l'interruption de schéma. Quand tu es en colère, c'est ton amygdale qui prend le contrôle. Le mode combat ou fuite. Le cerveau reptilien qui prend le volant, quoi. Voilà. Et la notification, même si tu l'ignores, elle agit comme un dodan cognitif. Un dodan. Ouais. Elle force une micro-pause d'une fraction de seconde. Et ce petit délai suffit souvent pour ton cortex préfrontal, la zone de la logique et de l'empathie, reprenne le contrôle. Ah, c'est de la neuroplasticité. À force d'avoir ce dodan, le cerveau se recable pour moins exploser. Exact. L'IA fait pas le travail de pardon, elle te rend juste ton libre arbitre au moment critique où tu as les disjonctés. C'est un garde-fou. C'est brillant. Mais ça amène à la question macro. Parce que, bon, utiliser l'IA, les matrices Excel, tout cet arsenal scientifique juste pour éviter de s'engueuler sur la vaisselle, Ça paraît démesuré, oui. pourquoi déployer autant d'efforts? Et c'est là que nos sources quittent l'échelle du salon pour passer à l'échelle de la planète entière. C'est la thèse la plus ambitieuse du dossier. L'idée que le couple stable, c'est la plus grande infrastructure sociale qui soit. Faut vraiment qu'on explique cet effet papillon. Comment une dispute chez moi le matin peut impacter la société globale. C'est une question de mémoire vive du cerveau, de charge cognitive. Imagine un foyer tout en tension. La petite guerre froide quotidienne. Exact. Tu pars au boulot après une embrouille, ton taux de cortisol est au plafond, ton amygdale est en alerte maximale. Et le cortisol, ça bloque la réflexion complexe, c'est ça l'idée. Totalement. Tu n'as plus aucune mémoire vive, dispo pour traiter de la nuance ou être créatif. Et le truc, c'est que ça touche tous les niveaux de pouvoir. Oui, l'étudiant qui rate un examen à cause de ça, on le conçoit bien. Mais l'impact macro? Imagine que la personne épuisée émotionnellement, c'est un haut diplomate ou un dirigeant politique. Ah oui. Le mec arrive à une négociation syndicale hyper tendue, mais il a zéro bande passante émotionnelle. Et sous l'effet du cortisol, une simple remarque syndicale, il la perçoit comme une attaque mortelle. Il surréagit, il claque la porte. Et bim, une grève générale qui bloque le pays et détruit des milliers d'emplois. Voilà. Une crise macroéconomique dont la vraie origine, totalement invisible, c'est un problème de couple non résolu le matin même. L'instabilité relationnelle, c'est un risque systémique. C'est implacable. On pollue le monde avec nos émotions non gérées. Et franchement, cette histoire d'économie de l'attention et du clash, ça me fait direct penser aux réseaux sociaux. Les algorithmes de nos plateformes, oui. Aujourd'hui, Twitter, les réseaux, ils font exactement l'inverse de l'IA. Ils monétisent notre amygdale.
L'indignation génère du clic, donc de l'argent. C'est ça. Mais imagine si on inversait le code source, si on intégrait ce correcteur orthographique de tolérance directement dans l'infrastructure numérique mondiale. Ouf, ce serait une révolution. Deux gros avertissements face à ça. Ouais, il y a toujours un revers à la médaille. C'est quoi la première crainte? Le risque de l'atrophie. Si une machine s'occupe de lire la température émotionnelle à notre place et de nous freiner, nos compétences humaines naturelles vont juste fondre. Ah, c'est le syndrome du GPS, mais pour l'empathie. Exactement. Depuis qu'on suit des flèches sur un écran, on ne sait plus lire une vraie carte ou s'orienter avec le soleil. Donc si mon appli gère ma colère le jour où j'ai plus de batterie, je suis incapable de gérer la moindre frustration. On risque de créer une armée d'analphabètes émotionnels assistés par ordinateur. C'est un vrai danger sociétal. C'est terrifiant en effet. Et le deuxième avertissement? C'est une question purement politique. Si on a prouvé que la stabilité du couple est le vrai moteur de l'économie, de l'innovation et de la paix, Ouais. à quel moment les États vont s'en rendre compte? Quand est-ce qu'on arrêtera de reléguer l'amour aux comédies romantiques pour le traiter comme une vraie priorité de santé publique et de sécurité nationale? Qu'on y investisse autant de budget public que pour construire une centrale nucléaire, en gros. C'est ça. C'est un voyage conceptuel assez fou. On est parti d'une scène super absurde, sortir un Excel au resto, pour réaliser que les murs de notre salon sont les piliers invisibles de la géopolitique mondiale. Ouais, l'innovation ultime, elle se passe pas dans la Silicon Valley, elle se passe sur notre oreiller. Remettre l'émotion individuelle au centre du monde. Mais avant de se quitter, toutes ces analyses m'ont poussé vers une dernière réflexion. Un petit défi inédit pour ceux qui suivent cette plongée avec nous. Ah, je t'écoute. Les sources nous apprennent à utiliser les méthodes hyper froides du M&A, la règle du 51%, pour auditer un partenaire. Mais, et si on appliquait ça à tout le reste? Comment ça? À notre carrière Exactement. ou à notre cercle d'amis? Imagine, on applique le test des 4 colonnes à la façon dont on gère nos propres journées. Oh, ça pique. On liste nos objectifs vitaux, on les pondère sans se mentir, et là on réalise peut-être avec effroi qu'on investit 80% de notre mémoire vive dans un boulot épuisant ou des amitiés toxiques qui ne franchissent même pas le seuil des 20% de compatibilité avec notre vraie raison d'être. Le fameux plantage du système d'exploitation personnelle. Le constat est le même. Le prochain audit systémique d'urgence qu'on doit tous mener, c'est peut-être pas sur la personne assise en face de nous au restaurant. C'est sur la façon dont on accepte, chaque jour, de gaspiller l'actif le plus rare qu'on possède, notre propre temps. Voilà une excellente question sur laquelle méditer. Un grand merci à toute notre audience d'avoir suivi cette exploration vertigineuse avec nous. Continuez à chercher et à remettre en question les systèmes invisibles qui vous entourent. À très bientôt!